Est-ce que tu penses que le no-code et le job de product builder va prendre de plus en plus d'importance? Comment est-ce qu'on pourrait réduire les biais? Comment tu fais rentrer dans la boucle les fonctions marketing, les fonctions grosses? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas créer des PM standardisés? Et j'aimerais bien avoir sa réflexion sur comment va évoluer cette discipline du data product management. Et j'aimerais bien que, allez, peut-être en une ou deux phrases, tu donnes ta propre définition. Quel conseil tu donnerais au product manager pour bien collaborer avec les product marketing managers? Je voudrais savoir comment vous faites, vous, pour définir vos KPI produits au global. Alors en fait, moi j'aurais presque posé la question inverse. Ouais, alors c'est une très bonne question. Super question malheureusement hyper classique dans le sens où c'est un problème qui est récurrent. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial, puisqu'il s'agit d'un épisode bonus du calendrier de l'avant du produit. L'année dernière, du 1er au 24 décembre, on s'était retrouvés avec chaque jour un invité qui venait nous parler de ses challenges, de sa vision produit, d'un sujet qui lui tenait à cœur. Et bien aujourd'hui, c'est pas un invité que vous allez retrouver, c'est les 24 participants du calendrier de l'avant qui vont chacun répondre à la question d'un autre participant et poser la question de leur choix à un autre invité. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous souhaite aussi une très belle année 2023 avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de challenges produits passionnants. Je vous propose de commencer tout de suite avec Bertrand Compère qui va poser la première question de cet épisode. Bertrand, quelle question est-ce que tu aimerais poser à Victor Billette de Villemeur qui est Product Manager chez L'Oréal? Écoute, moi je me demande comment est-ce qu'on pourrait réduire les biais dans la phase de discovery avec des utilisateurs en interne, parce que finalement on est assez rapidement dans un entre-soi pour lesquels on pourrait avoir tendance à choisir des options ou à pas prendre suffisamment de recul sur les problèmes qu'on doit adresser. Donc comprendre les différents comment réduire les différents biais que tu pourras avoir sur le discovery. Du coup, j'ai deux éléments de réponse. Déjà, c'est un vrai problème, hein, pour le coup, les biais, notamment quand on est dans un contexte B2B, parce qu'en fait, on a l'impression toujours de beaucoup mieux comprendre l'utilisateur, parce que c'est un collègue, quoi. Donc je dirais deux choses. Le premier truc, c'est utiliser des approches comme du shadowing. Donc vraiment, en gros, si tu regardes le collègue bosser, mais tu lui poses pas de questions, juste tu l'observes. Donc ça va forcément un peu biaiser parce que quand quelqu'un te regarde par-dessus ton épaule, tu vas pas bosser pareil forcément. Mais je pense que c'est une très bonne manière déjà quand même d'être un peu moins biaisé que si tu fais un entretien directif, quoi. Donc ça c'est le premier truc. Et deuxième truc qui est assez utile aussi, tout ce qui va être en gros data, approche data driven et enfin en fait voilà, essayer de récupérer des éléments, des insights de l'utilisation des applications directement, quoi. Donc là ça nous permettra d'être moins biaisé, donc ça peut passer par analyser des données d'usage typiquement qu'on a récupéré grâce à un Google Analytics, et ça peut aussi pareil être essayer de mettre des modules, des outils comme Hotjar qui te permettent de filmer l'écran de tes utilisateurs, et donc là ça te permet pareil de regarder de manière non biaisée comment ils utilisent le produit et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Et est-ce que tu as une question pour Léa Desbiens qui est Product Owner chez Weavoo? Alors moi la question que je vais poser c'est ça va du coup être lié au sujet de grosse marketing, ça va être un peu comment tu fais rentrer dans la boucle les fonctions marketing, les fonctions grosses, et à quel moment du coup tu les fais rentrer dans la boucle, et ensuite comment ça s'articule avec le job du PM. Est-ce qu'il faut du coup il y ait quelqu'un dans l'équipe qui soit dédié au sujet? Est-ce que du coup ça marche si juste le PM fait le lien? Comment on articule en fait un peu ces deux mondes-là? Je pense que c'est hyper important de communiquer très rapidement et dès le début, même dès la phase de discovery justement avec ses équipes marketing. Si on est dans une phase où justement on va aller faire de l'acquisition avec le produit qu'on est en train de développer ou avec les fonctionnalités qu'on est en train de développer. Pourquoi? Parce que je pense que ça prend du temps pour des équipes métiers d'intégrer le travail qui est fait, et plus la visibilité est donnée tôt, plus on a le temps de répondre à des questions, plus on a le temps justement de maturer et de digérer les sujets, plus c'est facile et plus on donne les clés. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de mots qui vont se répéter, il y a pas mal d'apports de valeur et on va répéter, et le discours rentre, les mots clés importants rentrent, et du coup la manière de faire la promotion de ce produit est justement de partager la discovery, les points de friction, les problématiques utilisateurs, pourquoi on fait ça,
Je pense que c'est un véritable tremplin et un gain de temps phénoménal pour les équipes marketing et growth. Le plus tôt, c'est le mieux. Et en fait, le truc, c'est de pas tomber non plus, il faut pas inviter le marketing à toutes les réunions non plus. Ça peut être des points de synchro mensuels avec des présentations un peu plus impactantes sur les grandes avancées, mais voilà, il faut pas commencer à avoir 1 heure de réunion par-ci par-là. Toutes les semaines là, ça va faire l'effet inverse. Donc vraiment communiquer la bonne information au bon moment et de manière continue pour ne pas arriver 6 mois après. En fait, on a un produit à sortir, on vous attend du coup. Et là, c'est la catastrophe. Et pour continuer cette chaîne de questions-réponses, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à Fabrice Desmazoris, qui est CPO chez The Fork? Je trouve que le rôle de CPO, c'est toujours un rôle, enfin, je trouve ça hyper intéressant à chaque fois d'avoir les retours des CPO, parce que, mais il y a toujours des retours et des expériences tellement différentes. Voilà, la grande question que je pose souvent, c'est, en tant que CPO et du coup en tant que owner, on va dire, de la vision produit et de la grande stratégie produit de The Fork, comment on s'en sort au niveau des déclinaisons des OKR? Comment est-ce qu'on fait pour éviter justement une déclinaison d'OKR en cascade où on a des OKR au niveau, enfin au C-level, et en fait ça retombe et ça refait des OKR et ça refait des OKR, et du coup on n'arrive pas à avoir une unicité de ces équipes. Alors super question hyper malheureusement hyper classique, dans le sens où c'est un problème qui est récurrent. On n'est pas les champions des OKR chez The Fork. On a eu une intelligence, c'est qu'on les a justement pas déclinés à l'envi. Ça a été fait à un moment, là on est peut-être même trop high level aujourd'hui. On essaie de faire travailler les équipes ensemble, en fait, les équipes business, marketing, produits, sur des notions de stream. Alors aujourd'hui, ces streams, ils sont parfois inadaptés parce que la contribution de chacun est pas toujours évidente, parce que on garde des incentives à côté qui sont pas toujours liés aux OKR. Pour moi, en fait, faut déjà imaginer que c'est difficile d'avoir des OKR qui soient totalement alignés partout, même si c'est la volonté, hein, c'est toujours un pain. Deuxième chose, c'est que il est évident qu'une équipe produit, elle ne peut pas toucher qu'à une seule métrique. Et en fait, on rend compte que c'est des grappes. De la même façon qu'on peut pas découper de façon très mécaniste le travail qu'on fait, il faut accepter qu'on a plusieurs métriques auxquelles on va contribuer, et que parfois il faut mieux se concentrer sur ces 2-3 métriques et en privilégier une par rapport à l'autre qui elle va contribuer au niveau du dessus, par exemple au niveau strat. Maintenant, est-ce qu'il faudrait faire des choses totalement plates demain? J'ai toujours pas de modèle moi qui me plaise totalement. Tout ce que j'essaie moi de faire, c'est de définir des missions qui soient cohérentes. J'essaie de faire que ça soit pas fait en vase clos et que le marketing puisse savoir comment ils aident, les sales puissent savoir comment ils aident. J'ai pas trouvé la silver bullet qui fasse que c'est totalement réglé. Je pense que c'est plus facile quand il y a une boîte qui est totalement produit, c'est-à-dire qui se concentre uniquement sur le fait de faire que le produit soit le meilleur possible et qu'après ça se vend entre guillemets naturellement. Probablement beaucoup plus simple comme ça. Maintenant, est-ce que les autres vont pas dire que c'est des OKR produits qu'on impose au business et au marketing? Probablement. Donc voilà, j'ai pas de réponse parfaite. Léa, désolé. Et toi, quelle question t'aimerais poser à Benjamin Danel, qui est Product Ops chez Tiga? Je connais un tout petit peu Benjamin. Ce qui m'intéresse de sa vision du Product Ops, c'est est-ce que demain, en tant que Product Ops, s'il passait du côté client, est-ce qu'il se verrait rester Product Ops ou est-ce qu'il se voit évoluer en position de Head of? C'est une très bonne question. Et j'aurais tendance à dire que je passerai côté Product Ops. Pourquoi ? Parce que ce côté Product Ops, il y a un côté encore assez proche du terrain. Alors bien sûr, tu peux avoir du management qui est assez proche du terrain, bien sûr. Hein. Mais il y a un côté un peu plus doueur que j'aime bien et qui vient de mon ancien côté dev. Et après, je pense aussi que le métier de... Alors c'est peut-être faux hein, ce que je vais dire, mais c'est que le métier, quand tu rentres dans des métiers de management type Head of, CPO, surtout CPO, ça va te demander beaucoup d'investissement, beaucoup de temps et dans un rythme de vie d'équilibre vie pro vie perso, je suis plutôt partant pour rester avec un équilibre stable et pas une disproportion. Et est-ce que tu as une question pour Johanna Prévost qui est product builder chez Prelo?
Et bah du coup, je lui poserai la question de est-ce que tu penses que le no-code et le job de product builder va prendre de plus en plus d'importance dans les grands groupes corporate? Bah oui, je pense que même c'est déjà le cas. Voilà, tout simplement, je pense que c'est déjà le cas. Justement, au No Code Summit, il y avait pas mal de grands groupes qui étaient là, qui étaient aussi présents, il me semble. Je pense que les équipes de product builders qui vont être montées dans les grands groupes, c'est plutôt pour de l'automatisation que pour la création de produits. Ou sinon, ce serait pour tester rapidement des produits avant de les passer sur le dev classique. Et pour continuer cette chaîne de questions-réponses, j'aimerais savoir quelle question tu aimerais poser à Louis Courtine, qui est product manager chez Glady. Qu'est-ce qui est le plus painful dans ton taf? Parce que bon, on va pas se mentir, tout n'est pas tout rose dans notre taf de tous les jours. Le plus painful dans mon taf? Bonne question. Vu que ça fait que 3 mois que je suis chez Glady pour l'instant, le plus painful c'est de tout connaître. C'est que on a encore beaucoup de choses à apprendre, et même si mon onboarding entre guillemets est terminé, j'ai envie de dire qu'il est pas encore terminé dans la connaissance produit. Donc le plus painful, c'est de continuer à en apprendre le maximum. Après, je sais pas si c'est painful, mais c'est juste que quand on arrive et qu'on prend un périmètre, on a envie de le connaître sur le bout des doigts, et c'est pas encore le cas, mais ça avance bien. Donc voilà, pour l'instant c'est ça. Peut-être que dans 1 ou 2 ans, pas la même chose, mais pour l'instant l'optimiste est de mise, donc pas grand chose de painful. Et est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à Panthea Negui, qui est Product Design Leader chez Hopper? Est-ce qu'elle arrive à appliquer la méthode Discovery Discipline chez Hopper, et est-ce que ça se passe bien? Oui, clairement, ça fait partie, moi, de mon package. Même pendant mes entretiens, je déroule cette méthode, en fait. Les gens ne savent pas réellement que c'est Discovery Discipline aux États-Unis. Ça ne saurait tarder, j'imagine, avec le livre qui va arriver en anglais. Mais en fait, oui, je l'applique, et d'ailleurs, c'est ce que les gens qui m'ont embauché ont aimé. C'est mon process de réflexion. Donc, ils m'ont embauché pour cette réflexion-là, et cette maturité de pouvoir poser des questions, challenger, ne pas aller directement foncer vers une solution sans avoir des arguments. Et comment je l'applique? En fait, c'est assez simple, hein. C'est assez bateau. Je disais tout à l'heure que j'avais un Notion où avec les étapes, et en fait, quand on prend un projet du roadmap, je déroule ce Notion-là, où même le PM, même le revenu leader a accès, les développeurs, etc. Et en fait, dans chaque étape, il le voit où on en est, ce que je documente, je lui pose des questions, je lui mets des commentaires, etc. Donc oui, j'ai la partie matérielle, donc qui est complètement ouverte et transparente à tout le monde. N'importe qui peut arriver sur ce fichier, voir où on en est au stade, à quel stade de réflexion on en est. Mais il y a aussi la partie application de la méthode qui, celle-là, peut paraître un peu plus complexe. Pour la première partie frame, pour moi, j'ai tellement l'habitude aujourd'hui que ça me paraît hyper facile, mais je le vois dans beaucoup de boîtes, c'est la partie la plus complexe, de regrouper tout le monde et de démarrer sur de bonnes bases, de faire un vrai kick-off. Par exemple, la partie observe, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait un sondage? Est-ce que on va aller voir les autres équipes pour voir est-ce qu'ils ont déjà fait d'autres recherches là sur ce sujet-là? Est-ce que on va appeler nos utilisateurs? Est-ce que voilà, il y a 10 000 manières de observer le problème. Et puis je déroule petit à petit à la partie où on va benchmarker. Et en fait, ce que j'ai envie, le conseil que je donne toujours, par exemple, c'est appliquez-le dès le premier projet, appliquez cette méthode-là. Ça sera beaucoup plus simple de dire le prochain projet on va dérouler de la même manière que plutôt de dire attends mec, on n'a pas fait la partie où on benchmark, j'ai besoin que tu me fasses un benchmark, etc. avec moi. Ça va être beaucoup plus complexe d'embarquer tout le monde si tu n'appliques pas cette méthode depuis le début du projet. Et est-ce que tu peux me dire quelle question tu aurais à poser à Rémi Rivas, qui est Innovation Designer? Quelle est actuellement ta plus grande frustration, et comment tu mets en œuvre cette frustration-là pour qu'elle ne le soit plus?
Ça a pas vraiment de rapport avec le produit. Ma plus grande frustration actuellement, mais de toute façon c'est les bons problèmes, c'est la gestion de mon agenda, c'est la gestion de mon calendrier, c'est la gestion des opportunités professionnelles et de l'ensemble des impératifs de vie que j'ai autour de mon travail. Et donc en fait, c'est opérer des choix et savoir prendre le temps, savoir différer des opportunités, savoir dire non, ne pas pouvoir tout prendre, ne pas pouvoir tout faire, et m'organiser au mieux pour les choses importantes tiennent bien dans mon calendrier, sans oublier les trucs les plus fondamentaux. Et toi, est-ce que tu as une question pour Philippe Larocque, qui est product stratégiste? Bonjour Philippe, j'aimerais savoir, selon toi, s'il y a, on va imaginer sur Paris parce que c'est plus facile, les événements incontournables auxquels il faut se rendre pour se tenir au courant de l'actualité du produit, les newsletters peut-être auxquels il faut s'inscrire, les ouvrages qu'il faut absolument avoir lus, où est-ce qu'il y a les meilleures pépites, qu'est-ce qu'on doit suivre au quotidien, ou des comptes éventuellement qu'on doit suivre pour avoir les meilleurs outils, les meilleurs updates sur les meilleures pratiques dans le produit. Moi, en termes de newsletter, j'en ai deux principales. J'ai Productverse, qui fait par Olivier Courtois, qui est assez reconnu dans la qualification du contenu. Et justement, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que ça rentre vraiment dans la logique de je sélectionne peu mais de qualité. Et moi, ça me plaît beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et il y en a une autre qui est plus pratique, qui est faite par deux Canadiens, qui s'appelle Grove.design, qui est plus UX et qui est plutôt pour les designers. Et en fait, c'est des petits use cases qui sont partagés. À chaque fois, ils analysent un peu un onboarding, un téléchargement d'une application. Voilà, donc et ils essayent d'analyser un peu les good patterns et les bad patterns. Et je trouve que c'est une très très bonne source d'information et d'apprentissage justement sur l'analyse qu'on peut avoir sur une solution ou un produit qu'on télécharge. Donc ça, en termes de newsletter, c'est les bons contenus. Après, moi, j'avoue que je suis pas très podcast. Donc, j'en ai écouté quelques-uns, mais j'en écoute pas trop. J'aime beaucoup ce que fait Panache en termes de contenu, en termes d'articles. Ils ont des articles souvent très pertinents sur la structure de la phase de discovery au sein de ton équipe. Ça, c'est plutôt cool. Et puis, sinon, faire partie d'une communauté. Ça me paraît aussi être hyper important. Alors après, il y en a plein, French Produit, Mind Product, The Design Crew, toutes les communautés, en fait, qui vous permettent d'échanger, d'envoyer des messages, de faire connaissance, et de stimuler, c'est un bon moyen de contribuer à la création de votre veille. Ok. Et toi, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à Alexandre Godet, qui est cofondateur d'Ixo? Moi, je serais curieux de voir, justement, comment il voit l'évolution de l'offre des cabinets de conseil dans le product management d'ici 3-5 ans, parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui se sont lancés. Il y a des acteurs historiques, il y a des acteurs un peu nouveaux, qui viennent un peu à se segmenter. Et je sais pas s'ils seront tous là dans les prochaines années, mais voilà, je serais très curieux d'avoir son avis sur comment le marché des cabinets de conseil et comment ils vont évoluer en termes à la fois d'offres, donc les consultants qu'ils ont, les consultantes qu'ils ont, et puis en termes de mission et éventuellement de spécification. Écoute, c'est une très bonne question. Alors si j'étais un peu visionnaire et devin, j'aurais beaucoup de facilité à te répondre. Là, comme ça, c'est un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est quand même encore une entreprise assez jeune, donc évidemment, notre offre, elle va évoluer avec le temps. Il y a des choses qu'on fait pas. Pour l'instant, on fait que du renfort opérationnel d'équipe, mais demain, je nous souhaite évidemment d'aller sur de la formation, d'aller sur du coaching d'organisation, comme peuvent le faire certains de nos concurrents. Après, ce qu'on va voir, je pense, dans l'évolution du marché, c'est des postes qui vont disparaître. Je pense aux postes de proxy PO, voire même sur certaines orgas, des postes de PO qui commencent à disparaître pour avoir des postes de PM unique. On a toutes les postes de Product Ops sur lesquels je pense qu'il y a des offres qui peuvent se monter de manière un peu spécifique. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont changer et qui vont évoluer dans le milieu du produit. Mais je pense qu'il y a la place pour tous les acteurs qu'il y a actuellement. Voilà. Trop bien. Et est-ce que tu as une question pour Lucie Haddad, qui est Senior Product Manager chez Deezer? Comment est-ce que sont intégrées les notions, on va dire, d'intelligence artificielle et de prédictif sur les playlists, dans le mode produit chez Deezer? C'est un peu une question que j'ai toujours eue quand j'avais des recommandations qui collaient à mes écoutes.
Ok, alors la question est très compliquée parce qu'elle est à la fois très précise et très vague. Donc en gros, j'espère que je vais pas répondre à côté. En gros, aujourd'hui, toute la recommandation en fait, donc qui est effectivement fondée sur des algorithmes en partie d'intelligence artificielle. En fait, c'est une équipe de data scientists mais qui travaille avec un product manager en charge de la recommandation et de la personnalisation. Donc en fait, c'est par défaut en mode produit que c'est fait, et c'est ce qui a donné lieu à de nouvelles features comme Flow Mood par exemple, tu vois, qui est exactement là-dedans, dans comment est-ce qu'on fait du produit avec de l'intelligence artificielle. Et est-ce que tu as une question pour Héloïse Olivier qui est Head of Joint Maestro? Alors, oui, j'ai une question pour Héloïse, et ma question c'est, sachant que dans les bootcamps et les trainings comme Joint Maestro, on a beaucoup de personnes qui vont venir d'horizons très différents, et c'est une très bonne chose. Comment est-ce qu'on fait pour leur apprendre des pratiques tout en gardant les singularités de chacun et tout en maximisant en fait le potentiel de chacun et chacune par rapport à leur expérience précédente? Et donc, en gros, pour la faire très très courte, comment est-ce qu'on fait pour ne pas créer des PM standardisés qui sont tous les mêmes? C'est une très bonne question. Déjà, je pense que pour le premier pas pour pas créer de PM standardisé à la chaîne, c'est vraiment de garder l'authenticité et la diversité dans les profils qui sont sélectionnés pour rejoindre la formation. Donc vraiment de prendre des gens qui ont des parcours très différents, parce qu'en fait, au sein de l'apprentissage et du bootcamp et des différentes études de cas qu'on va avoir, le fait de travailler un ancien chef de projet avec un développeur ou un commercial avec je sais pas, une ancienne directrice artistique, ça va permettre de vraiment garder cette authenticité et cette diversité qui font que l'ancienne directrice artistique, elle va aller vers un produit qui est pas forcément ultra data ou tech à la sortie, et ça va pas être la même PM qu'un ancien data analyst. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier point. Et le deuxième, évidemment, je pense que c'est de garder ces retours d'expérience ultra variés et de garder en tête qu'en fait il n'y a pas une bonne manière de faire du produit, et donc que certes, si on aborde des points théoriques et qu'on voit des process ou des templates ou des méthodos, déjà de toujours le rattacher à de la pratique, un cas concret, une application, et surtout de le challenger avec les différentes structures et expériences que peuvent avoir les experts qui viennent intervenir chez nous. Et toi, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à Charlotte Puchelot, qui est Product Marketing Manager chez Menti? Oui, avec plaisir. Charlotte, en plus, qui a aussi fait Maestro, donc je suis ravie de lui poser une question. Je pourrais te poser, Charlotte, quel conseil tu donnerais aux product managers pour bien collaborer avec les product marketing managers? En fait, c'est plus pour moi un mindset à avoir pour les PM, de bien garder en tête que on n'est pas là que pour en fait leur demander de rusher et d'être à temps qu'on puisse faire notre com dans les temps sur le produit et leur mettre la pression sur les deadlines. On est aussi et principalement là pour les aider, notamment sur la partie amont et recherche discovery sur le produit. Quand on fait ce qu'on appelle du mystery shopping, c'est-à-dire que on s'inscrit sous un faux nom chez un concurrent pour voir comment se passe le funnel produit. En fait, c'est de récupérer des insights pour alimenter la discovery produit. Donc c'est plus en fait établir une relation de confiance et vraiment faire comprendre au PM que le product marketing est là pour avant tout pour les aider et aussi les délivrer de certaines tâches, notamment la documentation produit, les FAQ, ce genre de choses. Et quelle est ta question pour Stanley Sarbin, qui est développeur full stack chez Spacefield? Oui, du coup, Stanley, j'aimerais savoir comment tu arrives dans ton quotidien de développeur à garder en fait les objectifs des équipes produits, voir la finalité business dans ton quotidien de développeur. Comment est-ce que les changements de contexte business et donc produit peuvent affecter ton travail au quotidien? J'aime beaucoup tout ce qui est produit business, donc je m'y intéresse beaucoup. Donc j'arrive à comprendre la finalité assez facilement. Par contre, au niveau du switch contexte, c'est vrai que
les idées sont plus faciles à modifier que le code. Donc, je crois que c'est bien d'avoir des choses qui sont bien planifiées à l'avance pour ne pas avoir trop de retour en arrière. Ou alors d'avoir un système très itératif. On va essayer de shipper une première version assez rapidement, qu'on pourra améliorer au fur et à mesure. Le plus dérangeant, ce serait d'avoir à coder quelque chose de très vaste, de très complexe, et puis de devoir retourner en arrière dessus tout le temps. Et du coup, là, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est est-ce que tu as une question à poser à Jonathan Sabat, qui est product manager en freelance? Oui. Et parmi les choses que tu as découvert dans ta carrière et qui ont de l'impact, laquelle a pris le plus de temps pour la découvrir? Bah, disons, ouais, qui ont eu de l'impact, moi je dirais, ouais, bah, je dirais la lecture de Marty Kagan, en fait. C'est un truc que j'ai lu, après 3 ans dans le produit et qui a un peu redéfini ma vision du métier et que j'aurais aimé, lire au début, quoi, pour le coup. Ça, c'est un peu le conseil que je donnerais à ceux qui commencent aujourd'hui, quoi. Et quelle question est-ce que tu veux poser, toi, à Clément Chouf, qui est UX Researcher chez Digilytics? Du coup, je lui dirais déjà salut. Et ensuite, ma question, ça serait pour quelle raison t'as quitté la dernière boîte où t'as été? La réponse, elle est assez simple. J'étais à mon compte avant, freelance. J'ai choisi de rejoindre une équipe en agence, à la fois pour avoir des collègues qui peuvent me permettre, bah voilà, de m'apporter un regard neuf sur ce que je suis en train de faire, me faire progresser. Et particulièrement chez Digilytics, puisque comme je l'ai expliqué, il n'y a pas que des équipes design, il y a aussi des équipes produits et des équipes grosses. Et finalement, ça permet aussi de mieux comprendre le produit en général et l'univers du produit en général, vu sous différents prismes. Et toi, est-ce que tu as une question à poser à Raphaël Bonstein, qui est CPTO chez Studapart? Ouais, la question que je voudrais poser, c'est finalement comment tu fais pour que la tech ne prenne pas le dessus sur le reste du produit, vu que tu as cette double casquette. Ok. Alors en fait, moi j'aurais presque posé la question inverse. C'est comment est-ce que le produit ne prend pas la main sur la tech? D'expérience, j'ai plus souvent vu que le produit pouvait déborder et tirer un petit peu les équipes tech vers du sale ou etc. Et lorsque c'est la tech qui prend en charge le produit, enfin qui déborde sur le produit, c'est plus un équilibre de temps. Mais en fait, chez Studapart, on a la chance d'avoir une équipe tech qui est pas du tout intéressée par, on va dire, les modes ou les enjeux de dernière version, etc. Ils ont juste envie de shipper des features et on a externalisé tous les enjeux qui ne sont pas des enjeux de création de valeur fonctionnelle ou business pure. Donc quelques exemples, tout ce qui est DevOps chez nous est externalisé, tout ce qui est montée de version est externalisé, et donc ça laisse les développeurs le temps de se concentrer sur la création de valeur de base qui est créer des fonctionnalités qui vont être utiles à l'entreprise. Et souvent, hélas, les montées de version, les enjeux techniques ne sont pas directement liés à des problématiques fonctionnelles. Quand c'est le cas, évidemment qu'ils collaborent et ils sont contents de travailler là-dessus, mais souvent c'est aussi porté comme un fardeau par certains développeurs, en tout cas chez nous, et donc nous on a tout externalisé. Et quelle est ta question pour Adama Mbenge, qui est Lead Product Manager chez Nickel? Oui, donc Nickel c'est une banque un peu alternative, et je me posais la question, dans une entreprise comme ça, quelle est la place à l'innovation dans un contexte extrêmement régulé de bancaire, avec une offre aussi différente que ce qu'on peut avoir sur d'autres services bancaires, et comment est-ce qu'ils le gèrent dans les équipes produits? Alors c'est vrai que chez Nickel on a une offre qui est assez innovante, et la mission c'est permettre à tout un chacun d'ouvrir un compte et d'avoir son RIB en moins de 5 minutes. On a effectivement une réglementation bancaire qui nous impose certaines normes, mais en parallèle on a une équipe chez Nickel qui est en charge de l'offre et de l'innovation, et cette équipe va aller chercher les nouvelles tendances sur le marché, les opportunités, pour pouvoir les implémenter en toute autonomie. Donc d'un côté,
on a la réglementation qu'on va diffuser dans les différentes équipes pour que chacun prenne sa partie et fasse en sorte qu'on se prenne pas une amende tout simplement. En revanche, comme je disais, on essaie de paralléliser l'innovation et la réglementation pour que ça ne soit pas vraiment un frein pour nous. Et toi, est-ce qu'il y a une question en particulier que tu aimerais poser à Florian Ziliox, qui est Product Coach chez TAC? Étant donné, j'imagine qu'ils vont intégrer des entreprises qui n'ont pas aujourd'hui une culture produit pour essayer de basculer et de faire infuser cette culture produit, comment ils amènent le sujet et comment ils vont expliquer à des stakeholders qui avaient un fonctionnement plus projet toute la culture product management pour qu'ils puissent basculer vers une nouvelle organisation. Merci Adama pour la question. Déjà, la première chose que je recommande, et ça c'est ce que nous on fait, ça ne sert à rien d'arriver en conquérant avec nos principes. On est convaincu que nos principes sont les bons, il n'y a pas de souci. Nos principes, le product management, on sait que ça marche. Mais ça ne sert à rien d'arriver en conquérant et de l'imposer aux gens. La première chose que je demande et que nous on fait, c'est on va d'abord comprendre l'organisation avant de lui demander de comprendre comment nous on travaille. Et ça c'est réellement important. Ça a l'air désolé, ça a l'air super bullshit, mais le temps que l'on passe à comprendre comment les gens travaillent, pourquoi ils travaillent comme ça, ce qu'ils y voient comme intérêt, et ben en fait nous ça nous intéresse déjà beaucoup parce que ces organisations là aujourd'hui elles existent et que normalement elles sont rentables, il n'y a pas de souci, c'est qu'il y a des bons principes à récupérer. Donc nous on jette pas l'eau du bain, on a plutôt tendance à aller chercher ce qu'il y a déjà de très bien et ensuite, par un phénomène de transition progressive, on va amener de nouveaux principes pour rendre des choses plus performantes, pour les rendre plus souples quand il le faut. Mais c'est la première chose qu'on fait, c'est ne surtout pas prendre les gens à brousse-poil en disant vous travaillez mal. On dit mais non, mais en fait vous travaillez super bien. C'est vraiment intéressant. Votre organisation elle est passionnante. Est-ce que vous avez envie qu'on essaie de faire comme ça aussi? Et c'est vraiment ça. Comprendre l'organisation avant de lui demander de comprendre nos principes. Trop bien. Et est-ce que tu as une question à poser à Chloé Pichon, qui est Product Marketing Manager chez Scalo? Chloé, salut. Je pense que c'est passionnant, ce rôle de Product Marketing Manager. J'ai malheureusement l'impression, et moi je le vis du niveau Product Coach ou Product Ops, que pour l'instant on a plein de définitions de ce que c'est que ce rôle. Et j'aimerais bien que allez, peut-être en une ou deux phrases, tu donnes ta propre définition de ce rôle de Product Marketing Manager, parce que je pense qu'on va bientôt arriver à un moment où on doit trouver un consensus, et je pense que je retiendrai à ce moment-là ce que tu nous auras dit. Ok, c'est vrai que donner une définition précise, c'est toujours un petit peu compliqué dans la mesure où c'est un métier qui est en très forte émergence en France, mais chaque entreprise finalement crée le rôle de PMM aussi selon ses besoins, ce qui est logique. Mais moi, ce que je dirais de manière très simple et en quelques phrases, comme tu l'as demandé, c'est qu'un PMM est chargé d'évangéliser un produit sur le marché. Donc il s'agit notamment de définir le positionnement et les messages, de lancer le produit et de s'assurer que les commerciaux le vendent et que les clients comprennent ce produit. Donc le product marketing vise à stimuler à la fois l'acquisition, l'upsell et l'adoption du produit. Et toi, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à Jeanne Gazagnon, qui est Head of Product chez Lydia? Oui, bien sûr. Du coup, Jeanne, en tant que Head of Product, j'imagine que tu dois faire face à ces problématiques. Je voudrais savoir comment vous faites, vous, pour définir vos KPI produits au global. Donc, je sais que pour chaque nouvelle fonctionnalité, on va définir un KPI propice, enfin dédié à cette fonctionnalité, mais au produit pour assurer le succès d'un produit au global. Comment vous faites pour définir vos KPI? Alors du coup, pour répondre à Chloé, déjà merci pour la question. La définition du KPI global, j'en ai un petit peu parlé. C'est notre North Star KPI, c'est le nombre d'utilisateurs qui utilisent Lydia comme compte principal. Donc ça, on a défini un ensemble de données chiffrées qui nous permettent de catégoriser une personne comme ayant ou non ce statut. Et donc on va suivre ça. Et en fait, ça a été vraiment clé. Enfin, c'est une North Star, donc a priori c'est clé parce que ça nous a permis ensuite, de cascader ce KPI au niveau de tous les scopes. C'est-à-dire que si on veut avoir un usage de compte principal sur Lydia, il faut avoir son identité vérifiée. Il faut avoir de l'argent sur Lydia.
il faut avoir au moins un compte qu'on a mis en place, qu'on a set up sur Lydia. Il faut avoir un moyen de paiement sur Lydia. Et donc en fait, à partir de cette North Star, en définissant juste la conséquence logique pour un utilisateur qu'on veut amener à ce statut-là, c'est qu'il doit avoir fait telle et telle action avant. Ça nous a permis d'identifier des KPI où on va se dire on pense que il faudrait qu'il y ait X% de notre base utilisateur qui ait un statut identité vérifiée sous 30 jours par exemple. Où on pense que un utilisateur qui est actif tous les mois, il faudrait qu'il fasse 1 ou 2 ou 3 ou 4, je sais pas, rechargements sur son compte tous les mois. Où on considère que X% de notre base utilisateur devrait avoir un moyen de paiement actif. Donc en fait, c'est à chaque fois à partir de cette North Star, ce que je trouve intéressant, c'est de faire le lien entre le chiffre et le sens qu'on met derrière. Donc cette North Star, elle incarne de façon chiffrée un comportement utilisateur vers lequel on souhaite emmener toute notre base. Et donc de la même manière qu'on a décliné ce chiffre, on a décliné et du coup ça veut dire qu'il doit mener telle action, il doit mener telle autre action, etc. Et est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à Caroline Pipolo, qui est Head of Product chez Advisory? Là, la question que j'aimerais bien poser à Caroline, c'est quelles sont les différences selon elle entre un rôle de Head of Product chez Lydia par exemple, comme moi j'ai pu le décrire, et dans une structure qui va plutôt apporter du conseil et accompagner d'autres équipes. Je suis curieuse de savoir les différences qu'elle identifie. En fait, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Moi, je suis Head of Product, mais au sein d'un cabinet, et donc du coup, je vais répondre à la montée en compétences de personnes au sein de mon équipe. Là où Head of Product pour un produit, c'est vraiment mettre tout en ordre de marche pour délivrer de la valeur à l'utilisateur, qui a des blocages et donc des frustrations auxquelles il faut répondre. Et toi, est-ce que tu as une question à poser à Benoît Rosier, qui est aussi chez Advisory et qui lui est CPO et cofondateur? Benoît, je sais que il est donc effectivement cofondateur chez nous, mais aussi il a la casquette RSE. Moi, j'aimerais savoir comment tu penses, Benoît, comment tu penses que le product va évoluer avec toutes ces problématiques de RSE. Comment demain on va réussir à proposer des produits qui soient un peu plus éco-responsables que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais, alors c'est une très bonne question, Caro. Donc effectivement, aujourd'hui, dans le monde du produit, il va y avoir deux typologies de produits. Il va y avoir des produits qui vont avoir un impact positif. Donc tu vois, c'est pour te prendre un exemple, aujourd'hui, quand on fait du mécénat de compétences, nous on accompagne une boîte qui s'appelle Streetco, qui est un GPS collaboratif pour les personnes qui sont dans une situation de mobilité réduite, parce que ça te permet d'avoir effectivement les obstacles en temps réel et donc de sortir de chez toi plus sereinement et plus facilement. Donc ça, c'est des produits qui ont directement un impact positif. Et puis après, à côté de ça, tu as des produits responsables, donc qui respectent un certain nombre d'enjeux autour de l'accessibilité, autour de l'éco-conception, autour de l'éthique, etc., etc. Et donc je pense que sur ces deux types de produits, c'est des produits qui vont avoir de plus en plus d'importance demain et qu'on aura de plus en plus de products responsables. Et donc il faut tendre vers ces éléments-là parce que je pense que c'est quelque chose qui est important pour toutes les entreprises aujourd'hui, parce qu'on voit qu'une majorité d'entreprises sont intégrées dans une démarche de RSE, et donc intégrer cette démarche d'impact positif dans les produits, c'est important. Et pour finir, ça on le voit déjà, parce que même pour reprendre un peu notre bible du product management avec Inspire de Marty Kagan. Marty Kagan il cite 3 éléments qui sont fondamentaux dans un produit, donc la vision produit qu'on connaît tous, la stratégie produit qu'on connaît tous, et ce qu'on appelle les product principles, qui est un 3e élément qui est assez peu connu malheureusement, mais qui se doit d'être connu, et donc en fait c'est comment je définis des engagements positifs pour mon produit. Donc je pense que il y a une vraie tendance de fond autour du produit, que ça va pas mal se développer sur ces deux types de produits, et donc il va y avoir beaucoup de belles choses à l'avenir. Et quelle est ta question pour Bertrand Compère, qui est Senior Product Manager Data chez October? Le data product management, c'est quelque chose de relativement nouveau dans le monde du product management, et j'aimerais bien avoir sa réflexion sur comment va évoluer cette discipline du data product management. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que demain le rôle du data product management, ça va juste être quelqu'un qui va gérer la data au sein d'une équipe produit, ou c'est quelqu'un qui va carrément bosser sur des nouveaux produits comme des algorithmes, des produits de data décision,
Vision, de DataVis. Voilà, un petit peu avoir son opinion sur la big picture en termes de data product management pour demain. Je pense qu'à cette question, on va pouvoir avoir deux approches. Tu vas avoir la data dans la structure de ton organisation, et tu vas avoir la partie data plus pour développer un produit. Donc, sur la partie structure, je pense que c'est important d'évangéliser le rôle de la data dans la compréhension de l'impact que tu vas avoir à résoudre un problème utilisateur. Donc faire toute cette phase de data analyse, prendre le temps de la faire, ce qui te permet ensuite assez facilement d'arriver à quantifier la valeur que tu peux concrètement délivrer dans les mains d'utilisateurs à la fin. Et c'est aussi cette donnée-là qui va te permettre d'onboarder tout le monde et de jouer collectif finalement, puisque ça donne une sorte de North Star métrique où on se dit tous ensemble, on comprend pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose. Et ensuite d'utiliser des outils de monitoring, amplitude, Pendo, etc. pour mesurer des KPI qui peuvent rester assez simples mais qui sont quand même pertinents, comme l'adoption, la rétention, pour ensuite pouvoir prendre des décisions sur le développement de cette feature par la suite. Donc ça c'est pour la partie structure. Pour la partie plus data dans le produit, on assiste de plus en plus à l'émergence de modèles préentraînés. Un modèle préentraîné, c'est un peu comme un croissant surgelé qu'on achète chez Picard et on le met au four 5 minutes et puis on a un super croissant. C'est un peu la même chose. On a des modèles qui sont déjà préfaits et qu'on peut un petit peu arranger à notre sauce pour que ça fitte nos besoins et en faire des solutions qui soient géniales. Et donc la conséquence de l'émergence de ce genre de modèle, c'est que tu vas venir baisser le coût de développement juste le coût de développement de manière générale, et donc tu vas pouvoir avec des équipes similaires, de taille similaire, adresser des problèmes beaucoup plus complexes et déléguer des parties à ce genre de modèle préentraîné, et toi te concentrer sur ce qui va vraiment te différencier par rapport à tes concurrents. Et donc voilà, ça va juste réduire le coût de développement pour amener de la data dans des solutions produits. Trop bien. Et grâce à cette réponse, la boucle est bouclée et cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode et retrouver les 24 participants du calendrier de la vente du produit. En tout cas, merci encore à eux d'avoir participé à cette aventure incroyable. Normalement, on devrait se retrouver prochainement pour des nouveaux épisodes d'Afternoon. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.